Au petit jeu du zapping hier soir après 20h, tout le monde avait gagné. Nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France. Nous sommes toujours la première force politique locale. Cette percée se confirme. Oui, c'est une très bonne soirée. Vive la France et vive Paris! Et pourtant, le vrai vainqueur des municipales, c'est l'abstention, aux alentours de 43%. Jamais les Français n'avaient autant boudé les urnes, hormis durant la crise du Covid. La confusion et les alliances de l'entre-deux tours auraient-elles dérouté les électeurs? À gauche, des ténors socialistes ne décolèrent pas. D'autant que l'alliance entre LFI et le PS s'est soldée par un cuisant échec à Toulouse et à Limoges. Puisque nous en avons la démonstration mathématique, pratique, politique, oui, la France insoumise nous a fait perdre. Jean-Luc Mélenchon a renvoyé le compliment. Le PS nous a entraînés dans sa chute. LFI peut se targuer d'une percée dans les banlieues populaires, comme Roubaix, Vaux-en-Velin ou Vénissieux. De l'autre côté de l'échiquier, le Rassemblement national s'enracine et remporte de nombreuses villes moyennes. Nous serons au rendez-vous de cette espérance. Tandis que son allié de l'Union des droites, Éric Ciotti, vainqueur à Nice, n'a pas manqué de remercier le RN pour son soutien. Cette alliance, elle a cassé ce mur irresponsable, elle a coupé ce ridicule cordon sanitaire. Alors les appels à l'union des droites et les règlements de compte à gauche présagent-ils de ce que sera la campagne pour la présidentielle? Des primaires sont-elles envisageables à gauche comme à droite? Au lendemain des municipales, la démocratie ressort-elle renforcée ou abîmée? Nos trois invités, Julien Jeanneney, bonsoir, professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Votre dernier essai contre la proportionnelle, précisément. Bonsoir. Selon vous, l'important dans une élection municipale, c'est de mobiliser. Si l'abstention est élevée pour ce scrutin, et elle le fut au deuxième tour, la mobilisation se posera en des termes différents l'année prochaine, en 2027, pour la présidentielle. À côté de vous, Léo Rossel, bonsoir. Bonsoir. Historien, enseignant en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes par ailleurs membre de la rédaction du média Le Vent se lève. Il faut tenter de vivre, c'est la suite de ce vers. Et selon vous, ce scrutin municipal a été en partie conditionné par l'élection présidentielle. Pour autant, ajoutez-vous, cela n'a permis à aucune stratégie ni à aucune personnalité véritablement de sortir vainqueur. Et à côté de vous, Astrid de Vilaine, bonsoir, journaliste politique. Vous présentez l'émission L'Esprit public chaque dimanche sur France Culture. Vous avez publié Décrypter nos institutions politiques. Et selon vous, on observe une grande lassitude politique si certains électeurs déçus ont voté pour le candidat le moins pire, entre guillemets. Beaucoup de jeunes ne se sentent absolument plus l'obligation ou la mission d'aller voter. Et on démarre le débat avec le chiffre du jour, Benjamin. Au second tour de ces élections municipales hier, donc le taux d'abstention a atteint environ 43%, triste record. La participation recule de plus de 4 points par rapport à 2014. Jamais les Français n'avaient autant boudé une élection de ce type, hors crise sanitaire, bien sûr. L'abstention, Julien Jeanneney, c'est vraiment la grande gagnante de ces municipales. Mais pour quelles raisons, selon vous, principalement ? Alors, il y a plusieurs manières de la regarder. La première, c'est de rappeler le fait que la participation électorale, c'est un peu la tâche de Sisyphe. Il faut, à chaque génération, réussir à convaincre la nouvelle génération de l'intérêt, de l'importance d'aller voter. C'est un premier élément. L'autre élément, c'est évidemment le sentiment de défiance que l'on observe, que l'on constate depuis plusieurs années et qui, évidemment, a vocation à se traduire notamment dans ce type d'élection. Et puis, il y a un élément sur lequel j'aimerais insister, qui est la question du panachage. Vous savez, on en a parlé beaucoup entre les deux tours. Le fait que dans les petites communes où il était possible jusqu'à de panacher les listes. De moins de 1000 habitants. Voilà, cette possibilité a été supprimée. Alors, on a beaucoup dit que ça avait eu pour effet sans doute de provoquer de l'abstention dans la mesure où désormais on portait atteinte à la liberté démocratique en quelque sorte des électeurs. Je ne crois pas que ce soit exactement l'angle d'attaque, l'angle pour comprendre l'effet de cette réforme. L'angle principal, selon moi, c'est le fait que on a mis en place cette réforme très certainement pour éviter, alors peut-être marginalement pour simplifier le dépouillage, mais aussi pour éviter l'atteinte à la parité, puisque avant on constatait le fait que lorsqu'il y avait la possibilité de rayer des noms, bien souvent, les noms de femmes étaient supprimés. Donc il y avait sans doute de bonnes raisons pour le faire. Mais l'inconvénient, c'est que dans les toutes petites communes, désormais, là où auparavant on pouvait faire une liste de 3 noms et ensuite panacher tout ça, aujourd'hui, il faut trouver 15 personnes, en plus avec la parité, un nom d'hommes et de femmes pour faire ça. Et lorsque, bien souvent, vous n'avez qu'une seule liste dans les villages, l'abstention s'explique tout simplement
simplement par le fait que quand il y a une liste, il suffit d'une voix pour que la liste soit élue. L'intérêt est moindre. Astrid Devienne, sur les jeunes, tout de même, il y a un taux d'abstention très fort, mais est-ce que c'est parce que, en même temps, la manière de voter aujourd'hui ne correspond plus aux manières de vivre des jeunes? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote électronique, il n'y a pas de vote à distance, il faut se rendre aux urnes. Est-ce que là, il n'y a pas une révolution à faire ou pas? Et pas de vote blanc non plus qui est comptabilisé. C'est vrai qu'on entend beaucoup 65% chez les 25-34 ans. L'abstention, c'est énorme. Oui, mais on entend beaucoup chez les jeunes une forme, parfois, on peut résumer en disant individualisation ou génération zapping, c'est pas très gentil, mais pour dire ils ne se sentent pas représentés, il y a une forme d'indifférence. Et parfois, moi je l'ai constaté sur le terrain cette semaine, une forme aussi d'abstention presque politique, revendiquée comme telle, en disant non, je ne vais pas voter parce que je ne suis pas satisfait. Mais attention quand même, parce que souvenez-vous, en 2024, après la dissolution lors des dernières élections législatives, énorme participation, 20 points de plus que la fois dernière. Donc ça prouve bien quand même. Et on l'a vu là dans les villes, quand il y a des enjeux, les gens quand même viennent voter un peu plus que d'habitude. Donc ça prouve bien que c'est pas que de la mal-inscription ou de l'indifférence ou même parfois de la méconnaissance. Certains ne savaient pas qu'il y avait des élections municipales. À ce point-là, Léo Rossel? Oui, ce que dit Astrid Devienne est très juste. Ce qu'on voit notamment dans la sociologie électorale, dans les études de sociologie électorale, c'est l'importance des enjeux. Le fait que chaque scrutin a aussi ses propres enjeux. Et par rapport à ces municipales, on dit aussi souvent que les municipales étaient une élection qui était très importante pour les Français, très populaire en raison de la proximité que les administrés ont vis-à-vis de leur maire. Depuis la Troisième République, c'était vraiment une élection très très importante. Or, depuis plusieurs décennies, on voit le développement aussi d'un abstentionnisme intermittent, enfin d'un vote intermittent. Les gens vont, en fonction des enjeux, en fonction du contexte, se mobiliser ou non lors des élections. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna l'âge. On en parle peu, mais l'âge des maires. Il y a peu de maires jeunes et vous nous faites une sorte de portrait robot du maire en 2026. Oui, voilà. Si on dressait le portrait robot d'un maire aujourd'hui en France, voilà à quoi il ressemblerait selon les données du répertoire national des élus. Un homme retraité, cadre ou agriculteur, autour de 64 ans. Et ce qui explique cette prédominance des retraités, c'est essentiellement leur disponibilité. La carrière professionnelle est terminée, les enfants ont grandi, sont partis, ils ont donc plus de temps à consacrer à leur commune. Et d'autre part, c'est aussi le reflet d'une société qui vieillit. Dans certaines communes, on compte même des octogénaires et nonagénaires indéboulonnables. Regardez André Santini, 85 ans, maire d'Issy-les-Moulineaux en région parisienne depuis 1980. Il a été réélu hier, tout comme Guy Delattre, 94 ans, à Gorges, dans la Somme, pour son 10e mandat. Et à l'inverse, si on regarde maintenant la proportion des maires de moins de 40 ans, ils sont aujourd'hui moins de 4%, contre 13% en 1983, selon une étude qui a été réalisée par l'Association des maires de France. Mais il y a quand même un contre-exemple, parmi d'autres tout de même. Adama Gueye, 34 ans, apolitique, diplômé de Sciences Po, mais sans expérience de la vie publique ni parrain. Il a remporté hier haut la main la mairie de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, avec plus de 54% des voix. Julien Jeanneney, est-ce que vous pensez qu'il faudrait instaurer un quota pour les moins de 40 ans, par exemple, comme ça a été, sur les listes municipales, comme ça a été fait pour la parité? Peut-être que ça pourrait donner un peu plus de participation et remobiliser l'électorat. Ça vous fait? Vous avez même 40 ans. Non, ça y est, je suis passé de l'autre côté de la... Mais en l'occurrence, non, c'est une vraie question, la question de savoir quels sont les critères en vertu desquels il convient d'effectuer quand même dans le corps électoral, avec un principe d'égalité devant la loi électorale et dans l'accès aux responsabilités électives, des différences. Vous savez que pour mettre en place la parité, il a fallu une première loi, une censure du Conseil constitutionnel, puis une révision de la Constitution pour que la loi portée par Lionel Jospin, dont on parlera plus tard sans doute, a pu mettre en place ce système de parité pour les élections locales. Mais enfin, ça a provoqué beaucoup de débats, ça continue de provoquer d'ailleurs un certain nombre de débats. Et donc l'idée de mettre en place d'autres fractionnements du corps électoral en disant on va diviser en fonction de l'âge, en fonction de la couleur des cheveux, etc., évidemment, ça finit par poser un certain nombre de difficultés. Léo Rossel, le vote à 16 ans, comme ça se fait dans d'autres pays européens, en Autriche, en Allemagne, là aussi, pour remobiliser un électorat qu'on dit engagé politiquement aussi. Assez jeune, parfois. Peut-être que justement, les élections municipales, ça pourrait être une opportunité pour tester ce type d'éléments. En tout cas, ce que montre bien cette question, c'est celle de la crise de la représentativité. C'est quelle représentativité on veut pour nos élus? Est-ce que nos élus doivent ressembler au corps électoral, à la population en règle générale? Et ça montre bien aussi les déterminants de l'abstention et de la participation. On sait très bien que les moins diplômés, les plus jeunes et les personnes de catégorie sociale qui sont les plus défavorisés sont ceux qui votent le moins.
Alors pour en venir aux enseignements de ce scrutin, Astrid Devienne, sur la gauche tout d'abord, le PS avait promis aucune alliance avec LFI, finalement il y en a eu localement. Quel bilan en tirer? Est-ce que vraiment ça a marché ou pas du tout? Ou cela est difficile, il faut le nuancer? Attention, parce qu'il avait dit, Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, aucun accord national. Oui. Ce qui voulait bien dire, il faut toujours lire entre les lignes en politique, localement, faites ce que vous voulez. Y compris François Hollande, qui est l'un des plus fervents adversaires de la France insoumise sur le papier au niveau national, a accepté dans sa bonne ville de Tulle que certains de la France insoumise aillent dans la... Qui a été perdu au final. Et il a perdu. Voilà. Alors moi, j'en ferai pas non plus un enseignement, comme ils l'ont fait d'ailleurs tous, les socialistes dès hier soir, en disant, voyez, le plafond de verre, c'est à cause de la France insoumise. Enfin, prenons l'exemple de Toulouse. En effet, Toulouse, on aurait pu imaginer une victoire de la gauche, avec ces deux listes, la France insoumise et Parti socialiste, qui s'unissent contre Jean-Luc Moudingue de la droite. Mais que se serait-il passé s'ils s'étaient restés divisés et si on avait eu une triangulaire à Toulouse? Je suis pas sûre que la France insoumise ou le Parti socialiste l'auraient emporté. On ne peut pas le savoir de toute façon. Donc je trouve qu'il faut faire très attention à cette lecture, parce que, regardez à Nantes, l'alliance technique avec la France insoumise permet à la maire socialiste de gagner, mais il y a d'autres endroits où ça les fait perdre. Il y a d'autres endroits, comme à Marseille, où la gauche n'a pas besoin de la France insoumise. Il faut dire qu'elle s'était désistée. Heureusement pour le maire socialiste sortant. C'est tellement compliqué à lire que moi, la seule lecture que je fais sur la gauche, aujourd'hui, nous ne sommes que lundi, c'est, en fait, ils ont tous besoin les uns des autres. Si on compte le total gauche, c'est pas si mal, mais si on compte les écologistes, beaucoup de pertes en ligne. Si on compte les socialistes tout seuls, pareil, vous voyez, ils résistent, mais voilà. Mais c'est vrai qu'à Paris et à Marseille, les voix LFI n'ont pas manqué à l'élection du maire, que ce soit Benoît Payan ou Emmanuel Grégoire. Tout à fait, on voit qu'il y a eu des reports de voix, notamment par rapport à l'électorat de Sophia Chikirou. Elle perd 30 000 voix entre le premier et le deuxième tour. Donc c'est assez flagrant. Ça s'est passé aussi très probablement à Marseille. Mais là je vous rejoins par rapport au fait que chacun a besoin des autres, c'est que on voit bien aussi que toutes les lectures nationales, on va dire, par rapport à ces enjeux, à ces scrutins locaux, ne fonctionnent pas. Qu'en tout cas, on essaye de tirer des enseignements nationaux, des grandes leçons par rapport au report, par rapport au Parti socialiste, à la France insoumise, à une gauche modérée, à une gauche radicale, et avec systématiquement des contre-exemples. Alors, on va s'intéresser à la gauche plurielle, qui était un cheval de bataille de Lionel Jospin. On a appris aujourd'hui sa mort, ancien Premier ministre socialiste entre 1997 et 2002. Il était donc le chantre de cette gauche plurielle. Il expliquait sa vision précisément en 1997. Je pense qu'il vaut mieux que des formations différentes assument leurs différences, en débattent devant les Français, et puis disent, voilà, sur ces points-là, nous ne sommes pas d'accord, mais nous avons des points d'accord sur ceux-là, et au fond, fassent un mouvement d'unité, parce que je crois qu'une des questions centrales aujourd'hui en France, c'est la crédibilité de ce qui est dit, de ce qui est annoncé par les responsables politiques, et pour restaurer cette crédibilité, je crois qu'il faut être beaucoup plus près de l'esprit de vérité que l'on l'est parfois dans le monde politique. Et c'est la démarche qui me guide personnellement. Crédibilité, clarté, vérité, dit Lionel Jospin. Julien Jeannet, c'est ce qui manque à la gauche aujourd'hui ou pas? Ou elle peut trouver un consensus? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en voyant ces images, en replongeant il y a 3 décennies dans la gauche plurielle de 1997, on se dit qu'il s'agit véritablement d'un autre temps, ce qui, du point de vue de la longue durée de l'histoire, n'est pas étonnant. 30 ans, c'est beaucoup. Mais vraiment d'un autre temps dans la composition de la Dream Team de 1997 par rapport à ce que l'on peut constater aujourd'hui dans le personnel politique, tous bords confondus. Il y a, en voyant ces images de Lionel Jospin, on voit une figure qui, à mon avis, rétrospectivement, restera dans l'histoire comme une figure de rigueur, d'honnêteté. Et puis il restera évidemment la question du 21 avril, qui est un moment de l'histoire que les historiens commencent à étudier et qui est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un destin de ce type-là peut s'arrêter brusquement? Quels sont les petits détails que l'on aurait pu rétrospectivement changer, ou plutôt à propos desquels, si on les avait changés, eh bien peut-être que Jospin serait passé au second tour. Il y en a plusieurs. S'il avait quitté Matignon quelques mois avant l'élection, ça aurait pu jouer. Si jamais il n'avait pas joué la stratégie du ratissage large, consistant à susciter les candidatures évidemment de Christiane Taubira et de Jean-Pierre Chevènement, contre ce que faisait Mitterrand quand il a bloqué Krivine de manière très claire, quoi qu'il ait pu lui dire, les choses auraient sans doute été un peu différentes. Et puis il y a le dernier aspect, qui est le fait que si Le Monde, le grand spécialiste des sondages Gérard Le Gall, dans la campagne de Lionel Jospin et au Parti Socialiste à l'époque, avait alerté une semaine avant en disant attention, les courbes risquent de se croiser. Si Le Monde avait fait un grand titre quelques jours plus tôt en disant attention, il y a un vrai risque que Le Pen arrive au second tour, les choses auraient peut-être pu être différentes. Or, la réaction du Monde à l'époque, ça a été peut-être qu'arithmétique
politiquement, ce croisement des courbes est possible, mais politiquement, ça n'arrivera jamais. Tout ça mérite réflexion avec le recul qui est désormais le nôtre. Ce qui vient aussi à l'autre enseignement, Astrid de Villene, sur le Rassemblement national. On parlait de Jean-Marie Le Pen, c'était en 2002. Et là, est-ce qu'on peut dire qu'il a gagné, qu'il s'est ancré le Rassemblement national ou pas? Il a gagné beaucoup de villes moyennes. Écoutez, moi je crois que c'est important quand on regarde une victoire ou une défaite dans une élection, c'est la conquête. Est-ce que vous progressez par rapport à la dernière fois? Et clairement, il y a un progrès. Il faut faire attention donc à une forme de trompe-l'œil. C'est-à-dire que oui, il y a une défaite à Marseille du RN. Enfin, il est à 40%. Premier opposant, c'est pas rien 40% pour Franck Alizio dans la ville de Marseille, aussi symbolique soit-elle. Toulon, pareil. Lors de la Valette. Ouais. Voilà. Laure Lavalette, on pouvait se dire que c'était prenable, c'est une grande ville. Non, Front républicain qui fonctionne, c'était un duel face à la maire sortante. Mais en revanche, quand on regarde dans les petites villes, celles qui sont moins visibles dans les médias nationaux, quand on fait évidemment, c'est normal, Toulouse, Marseille, etc., eh bien là, on voit un ancrage intéressant pour le Rassemblement national. Montargis, la ville des Gilets jaunes, la ville des émeutes aussi en 2023. Liévin. Menton, Liévin. Alors, on peut dire que c'est un peu concentré dans le nord et dans le sud, bassin minier, Côte d'Azur, pour résumer. Aussi. Mais voilà, la Flèche, quelques villes aussi dans l'est de la France, Alsace, etc. Donc moi, je crois que ça dit bien, pour moi, la lecture géographique qu'on peut commencer à faire de ce scrutin. C'est-à-dire les grandes villes, pour caricaturer les gens qui vont bien, mondialisés, etc., qui votent centre-gauche, Paris, Lyon, Marseille, et les villes moyennes, les villes parfois oubliées, les petites villes, les villes parfois qu'on a pu appeler périphériques, etc., qui là votent RN. Exactement comme, souvenez-vous de cette carte qui, moi, m'a marqué en 2024 aux Européennes, les grandes villes rouges de Glucksmann, tout le reste du pays bleu de Bardella. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète en termes de mixité sociale, d'un point de vue tout simplement du pays qui est en train de se cliver, et d'un point de vue aussi de la sociologie politique. C'est dommage de voir des candidats, et on pourrait faire la même lecture avec la France insoumise et le vote des banlieues, qui ne rassemblent pas aussi large, et d'autres qui ne vont pas dans certains endroits. J'ai entendu un peu avec stupeur des proches de Rachida Dati nous dire si elle a perdu, c'est à cause des logements sociaux dans Paris. On a envie de dire, mais vous ne vous adressez pas, Madame Dati, aux logements sociaux? Voilà, moi je crois que la politique, elle doit s'adresser à toutes les catégories sociales d'un camp. Et du coup, est-ce que l'union des droites, que veulent certains sympathisants, pas mal de sympathisants, est inéluctable, Léo Rossel? Est-ce qu'elle est inéluctable? En tout cas, elle pose question et c'est une stratégie qui est débattue au sein même de la droite. Il est vrai que Paris et Nice également ont servi un peu de laboratoire lors de ces élections à cette tentative d'union des droites et que ce sera l'une des choses qu'il va falloir scruter par rapport à la recomposition de la droite dans la perspective de 2027. Pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que le problème, c'est qu'on a, en analysant ces résultats, des effets de loupe. On va se concentrer sur les grandes métropoles, donc on va passer à côté de la progression notamment du Rassemblement national, en effet, dans la France des sous-préfectures, pour le dire rapidement, des petites, des villes moyennes. Et par rapport à la gauche, on voit également que là où elle progresse, en tout cas là où elle conquiert de nouvelles mairies, c'est à travers un travail de campagne de terrain vraiment très important. Je pense notamment à Nîmes, où Vincent Bouget, le candidat communiste, a réussi à l'emporter après une campagne qui était vraiment orientée sur les questions, les problèmes rencontrés par ses habitants. Il y avait vraiment une construction du programme avec les habitants. On peut penser aussi à Roubaix, où David Guiraud l'a emporté, mais avec une stratégie très différente de la stratégie nationale de la France insoumise. D'ailleurs, sans utiliser le logo. Et puis, on remarquait aussi hier soir, lors de son discours de victoire, qu'il y avait énormément de drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc là aussi, on voit qu'on se rapproche un petit peu, sans doute, de 2027. Alors, chez les Républicains, la stratégie pour 2027 ne fait pas l'unanimité. Certains tendent la main à l'extrême droite, comme Laurent Wauquiez, pour une grande primaire. À l'inverse de la Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Écoutez. Il n'y a pas aujourd'hui d'alliance possible entre la droite républicaine et le RN et ses alliés. Et je crois qu'aujourd'hui, la droite et le centre sont devant vraiment un moment historique et une responsabilité historique. C'est celle de s'allier et de présenter une candidature unique face au chaos des extrêmes. Julien Jeannet, une chose est certaine, on n'y voit pas plus clair pour l'instant sur 2027 et la stratégie de ce côté-ci de l'échiquier, c'est-à-dire à droite. Et de manière générale, je pense qu'il faut se garder de la tendance que l'on observe depuis hier soir. Je suis parfaitement d'accord sur le biais qui a fait qu'on s'est concentré beaucoup sur les grandes villes. Mais il faut aussi se garder de la tendance consistant à tirer des enseignements nationaux de ces scrutins qui, bien souvent, sont déterminés par des rapports de force locaux
sont déterminés par des individus. Qu'est-ce qui fait que Rachida Dati a eu un score aussi faible? Il n'est pas impossible que sa personnalité ait pu jouer et que peut-être qu'un autre candidat LR aurait eu un score un peu différent. Et tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte avant de se... Et vous ne diriez pas que le bloc central a disparu non plus, puisque c'est aussi un des enseignements sur lesquels on s'interrogeait. Il n'est pas complètement en bonne forme, pour dire les choses. Mais quand même, 2 victoires importantes, je trouve, à Bordeaux et à Annecy. Thomas Cazenave et Antoine Armand. Sur les écologistes. Mais oui, voilà, les écologistes, on en parle assez peu, mais en fait, il y a quand même eu une débâcle avec plusieurs villes, Bordeaux, Annecy, Strasbourg, Poitiers et d'autres. Qu'est-ce que ça augure pour 2027 ? Ça montre déjà la complexité que ça a été pour les écologistes de s'ancrer dans une culture de gouvernement aussi à l'échelle locale et de mettre en œuvre des politiques publiques, notamment liées à l'adaptation au changement climatique, qui ne soient pas en même temps impopulaires. Je pense que ça, c'est l'un des grands, des grands enseignements des résultats des écologistes sur ces élections-là. Après, pour 2027, en effet, Europe Écologie Les Verts est aussi intégré à des processus, notamment de primaire de la gauche, etc. Justement, c'est possible. Ça, on verra dans les prochains mois ce qu'il en sera. Astrid Dehaene, en aucun cas un avant-goût de la présidentielle pour vous, dans ce qu'on vient de vivre là. Si, moi je trouve quand même sur la fragmentation du paysage politique, la tripartition, est-ce qu'elle s'adapte à la mairie? C'est pas simple. Et donc on voit 4 vainqueurs, chacun voyant un petit peu les victoires à sa porte. Les percées RN et LFI et la bonne résistance des partis traditionnels. C'est-à-dire que la droite et la gauche sont toujours là. Le clivage gauche-droite, je trouve qu'on pourrait, il faudrait un peu de temps, mais on pourrait le relire, voir qu'il se redessine en effet. Mais je crois qu'on est toujours dans une tripolarisation. Et attention, je partage ce qu'a dit Julien Jeannet, ne surtout pas se dire que ces élections donnent le là pour l'année prochaine. Il y a tout le reste. Vous êtes d'accord? Et puis peut-être on est d'accord, sauf sur la chose que les élections présidentielles commencent maintenant. Et il y a aussi un dernier enjeu sur lequel on n'a pas vraiment, on s'est pas attardé, c'est les sénatoriales. C'est le fait que les élections municipales, mois de septembre. Le fait que la droite se maintienne, que le Parti socialiste aussi se maintienne, conserve son ancrage, et que le Rassemblement national aussi se développe, ça aura des incidences et la sur... victoire de Philippe au Havre, qui peut lui donner les mains libres qu'il n'aurait pas eu s'il avait perdu, bien sûr. Écoutez, on en reparle sous peu, au plus tard en septembre, au moment des sénatoriales. Merci à tous les trois d'être venus décrypter et éclairer plusieurs thèmes liés à ces municipales, à ce deuxième tour d'hier.